Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt concernant cette présentation, que le fait que j'ai beaucoup apprécié l'organisation de professeur Aïcha Awad avec son équipe de choc, qui est en cafetan. Là, je vois sur la photo qu'elle vient de me passer. Mais malgré toutes les difficultés, elle a pu surmonter ça et je la remercie de nous avoir pu amener d'aussi loin, de 7000 km. Alors, pourquoi l'amylose cardiaque est un hot topic? On appelle ça très chaud. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec le Covid tout à l'heure. Le seul rapport, c'est que c'est une maladie qui nécessite aussi une imagerie multimodalité et c'est très topique aussi, très hot de parler de l'imagerie multimodale dans ces maladies-là. Alors, l'amylose cardiaque est haute parce qu'on sait que de plus en plus, il y a des traitements, que ce soit pour l'amylose AL et pour l'amylose TTR. C'est une maladie qui n'est plus, comme on dit, elle est fatale, bien sûr, comme toutes les maladies à un moment donné, hein, mais elle n'est plus intraitable. C'est pas une métastase en dernier lieu, mais ça se traite et les gens peuvent survivre 12 ans, 10 ans après le diagnostic s'ils sont bien traités et pris en charge. La deuxième chose, pourquoi c'est haute? Parce que pour la première fois, vous voyez ici des recommandations de la Société européenne de cardiologie sur les insuffisants cardiaques et le seul traitement qui a été approuvé est en classe 1 pour l'amylose ATTR. En tout cas, je vous expliquerai un petit peu la transthyrétine rapidement parce que on peut pas, si je devais parler de l'amylose, je pourrais passer 4 heures là-dessus. Alors, pourquoi personnellement je me sens impliquée dans l'amylose? Pour celles qui me connaissent et ceux, ils savent, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est que moi, je connais l'amylose depuis 1990 parce que ma mère était atteinte d'amylose cardiaque et elle est morte à 49 ans. Donc, pour nous, ça, c'est notre première publication avec mon frère du cas ma mère qui a eu l'amylose à elle et qui a été transplantée. Et donc, quand on m'a proposé de commencer à parler de cette maladie dans le centre de référence national en France, eh ben, j'ai pas refusé parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. La transplantation cardiaque, c'est un signe, c'est le décès, quoi. En général, quand on n'a plus de cœur, ben, il faut le transplanter. Donc, pour nous, c'est un endpoint. Et ma mère, comme elle était prise tardivement, ben, elle était transplantée du cœur. Alors, je vais vous poser pour planter le décor et pour montrer la nécessité de l'imagerie multimodale, ce patient qui a 51 ans, qui est venu à l'époque à Limoges en 2015, qui était en insuffisance cardiaque rapide avec un BNP très augmenté à 15 000, une troponine qui était normale, et voici cette échographie. Si on était en workshop, je vous aurais donné la parole et vous aurez répondu. Le strain est à moins 9,6% par le vivide. Vous voyez très bien que vous avez une dysfonction ventriculaire gauche sévère, un ventricule gauche à 56 mm mesuré en M-mode, un septum qui est épaissi à 13 mm. Alors, si on était ensemble, là, en petit comité, je vous aurais posé cette question. Est-ce qu'il s'agit d'une sarcoïdose avec une atteinte cardiaque? Est-ce qu'il s'agit d'une amylose cardiaque avec atteinte sévère? Est-ce qu'il s'agit d'une hémochromatose? Est-ce que c'est une cardiopathie restrictive? Est-ce que c'est une ataxie de Friedreich? Ou alors, pour les prudents, ils vont dire « Ah ben, je ne suis pas sûr, je préfère attendre la fin de la lecture » ou alors d'avoir d'autres imageries. Alors, évidemment, quand on est prudent, on va répondre F, puisque, effectivement, à premier abord, cette échographie ne peut pas nous répondre de suite et ce n'est pas évident de dire de quelle maladie, de quelle cardiomyopathie il s'agit. Après, je vais vous donner des clous sur l'échographie qui vont vous permettre déjà d'avoir une idée sur ce qui se passe chez ce malade-là et je vous dirai au fur et à mesure. Alors, le diagnostic d'amylose n'est pas straightforward. C'est pas quelque chose, on regarde, on dit, tiens, c'est curieux, c'est une malade qui a une amylose cardiaque. Donc, on ne fait pas le test PCR, il n'y a pas un test PCR comme la Covid pour dire cette malade ou ce malade a une amylose cardiaque. C'est un puzzle et il faut le construire. Et comment on le construit? J'ai trouvé cette façon de faire, c'est de faire plusieurs examens et de travailler avec les autres personnes, d'autres spécialistes. Et à ce moment-là, on construit le puzzle et on a une idée du diagnostic et d'une valeur prédictive positive, etc. Donc l'amylose, c'est une maladie systémique et ne peut pas être ni diagnostiquée ni managée seule. Il faut quand même une équipe multidisciplinaire et des gens qui puissent travailler ensemble, ou même, en tout cas, même dès qu'on a la suspicion, savoir appeler un interniste, savoir appeler un radiologue, savoir appeler un hématologue, etc. C'est pour ça, quand on a commencé à faire le centre d'excellence d'amylose à Riyad, chose qu'on a déjà faite à Limoges, en 2007, on a une approche multidisciplinaire qui est obligatoire pour le diagnostic et la prise en charge de ces malades. Moi, je ne sais pas traiter une amylose AL, j'ai appris avec le temps, mais je n'ai pas le droit, puisque les médicaments pour l'amylose AL doivent être prescrits par un hématologiste. Et par contre, pour la TTR, on a le droit en tant que cardiologue de prescrire les médicaments dont on va parler. Donc, si vous voulez, l'équipe multidisciplinaire, c'est très, très importante. On ne peut pas se mettre dans un coin tout seul et dire, tiens, super, je vais faire l'amylose toute seule. Pourquoi l'amylose cardiaque est souvent
oubliée, on ne la revoit pas, on ne la diagnostique pas. Je dis tout à l'heure à Zainab, quand j'étais assise à côté d'elle, j'espère qu'après ce topo, chacun de vous pourra au moins diagnostiquer ou suspecter une amylose d'ici 2 mois. Parce qu'il n'y a pas de raison, elles sont partout, elles sont au Maroc, elles sont à Riyad, elles sont en France, elles sont partout. Alors il y a des facteurs qui sont reliés à nous, en tant que médecins, et des facteurs qui sont reliés à la maladie, l'hétérogénéité de la présentation, un phénotype qui n'est pas clair, une hétérogénéité génotypique. Des fois, on a besoin d'une biopsie tissulaire pour savoir. Et puis, il y a beaucoup de cardiomyopathies, comme vous le voyez, qui peuvent mimer l'aspect d'une amylose cardiaque. Concernant nos facteurs à nous, parce que c'est une amylose, c'est une maladie systémique, des fois, c'est le dermato qui va faire le diagnostic, c'est l'hémato, c'est le radiologue, incidentalement, c'est l'ophtalmo, c'est le cardiologue, mais je vous rassure que la plupart des cas qu'on est en train de voir, ce sont les cardiologues qui la voient. C'est pas parce qu'on est plus intelligent, c'est parce que c'est une maladie où les gens, dans 100% des cas, vont mourir d'une atteinte cardiaque. Donc c'est vraiment très important et c'est d'actualité d'en parler dans ce meeting. Il y a une connaissance un peu fragmentée de cette maladie. Chacun de nous connaît un petit peu, mais quand on les met ensemble, on voit qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup toutes les choses qu'on doit savoir. Il y a très peu de centres d'expertise. Et puis, la conception sur certains paramètres, on attend par exemple le low voltage, le microvoltage, et on ne le trouve pas, donc on dit c'est pas une amylose. On dit qu'on va faire une biopsie, elle est négative au niveau des glandes salivaires, c'est pas une amylose. Eh bien, c'est pas vrai. C'est des conceptions qu'il faut arriver à changer au fur et à mesure du temps. Et puis, la chose que je vous ai dit, c'est qu'on pense que l'amylose, ça sert à rien de la diagnostiquer puisqu'on ne peut pas la traiter, alors autant qu'il meurt et on dise, voilà, l'azélique, c'est point barre. Donc, l'amylose, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule amylose. Il y a beaucoup d'amyloses. Pourquoi ? Parce que le précurseur à la base de la protéine qui est à la base et à l'origine de ces fibrilles amyloïdes, qui sont une conformation spéciale, est différente. Donc, on a à peu près 30 précurseurs protéines qui sont capables, ils ont cette capacité, on ne sait pas pourquoi, sous un stress X ou oxydatif, de se mettre sous forme d'une fibrille amyloïde qui va aller s'infiltrer dans les tissus un peu partout. Mais on parlera souvent, et ce que vous allez diagnostiquer, c'est deux. C'est l'amylose à L ou c'est l'amylose à transthyrétine, qui peut être, elle, acquise chez les personnes âgées ou héréditaire chez les personnes plus jeunes dans certaines épidémies, pandémies, comme le Japon, comme la Suède, comme le Portugal. En France, d'ailleurs, c'est que des Portugais quasiment qui ont l'amylose à transthyrétine héréditaire, où l'atteinte neurologique peut être prédominante par rapport à la tête cardiaque selon le gène qui est impliqué. Donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails parce que c'est une imagerie multimodalité, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la transthyrétine, c'est une protéine qui est produite par le foie et qui est en fait sous forme d'un tétramère, comme 4 morceaux ici, vous le voyez, et qui transporte la thyroxine et le rétinol dans le sang. Ça, c'est dans conditions normales. Puis on ne sait pas pourquoi, je ne parle pas de la génétique, mais de la wild type, ce qu'on appelle la sénile, on ne sait pas pourquoi, pour une raison X, chez les personnes âgées, cette transthyrétine devient anormale, elle se commence à devenir, elle se dissocie et elle devient des monomères. Et ces monomères, ils changent de conformation et réagrègent sous forme de démères toxiques et ils commencent à former des fibrilles amyloïdes insolubles qui vont aller dans les tissus extracellulaires des cellules. Et c'est ça qui va suffoquer un petit peu et tuer les myocytes. Alors, il y a un position paper qui est sorti en avril 2021, qui est chapeauté par Pablo Garcia, que je connais bien à Madrid. Et d'ailleurs, Nawal était avec moi ce jour-là. Et puis, qu'ils ont fait un peu comment faire pour manager et qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque situation. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on va en parler à chaque fois. On parlera des examens où ça nous permet de suspecter le diagnostic et puis au milieu de confirmer le diagnostic. Et on ne parlera pas aujourd'hui de traitement, mais il y aura d'autres sessions. Alors, j'aime bien montrer ce schéma parce que ça montre les piliers du diagnostic, comment approcher le diagnostic d'amylose cardiaque. D'abord, il faut y penser. Le high index of suspicion, ça veut dire qu'il faut y penser. Si tu n'y penses pas, ce n'est pas la peine de demander une IRM, ce n'est pas la peine de demander. Il faut penser. C'est une amylose, donc j'y vais jusqu'au bout. Il faut avoir des signes cliniques cardiaques et extracardiaques. On n'a pas toujours tout, mais je veux dire, ça permet de fonder un petit peu ces piliers. Et puis après, il faut regarder le CG. Ce n'est pas parce que Najmuddin est typique, mais je commence à regarder le CG à chaque fois que j'ai une échographie qui me semble suspecte. Donc, je mets le CG à côté, j'ouvre sur un bureau le CG et l'échographie pour pouvoir mieux améliorer la valeur prédictive de l'échographie. Puis, on parlera un petit peu de chaque pilier. Alors, vous voyez ici, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais vous avez ça, c'est typiquement un papier qui vous montre un petit peu la place de chaque examen avec son rôle dans la suspicion, dans le diagnostic précoce ou dans le diagnostic définitif, dans le diagnostic étiologique, dans la stratification pronostique et dans la réponse au traitement. En particulier, on
parlera de l'IRM, de l'échographie, de la scintigraphie osseuse et des biomarqueurs. Alors, on va commencer par l'ECG, qui est le premier contact avec le patient. Alors, vous allez voir ici, je vous montre un ECG qui est classique, c'est le microvoltage que tout le monde cherche. Le problème, c'est qu'il n'est présent que dans 60% des cas des patients AL et uniquement dans 35% de tous les cas d'amylose. Et quand à un stage très delayed, c'est-à-dire un stage très avancé de la maladie. Autrement dit, le malade a déjà beaucoup de dépôts amyloïdes au niveau extracellulaire. Ça suffoque la cellule et c'est pour ça qu'il y a un microvoltage et que le voltage des myocytes ne pousse pas. Donc, n'attendez pas que ce signe-là. Vous voyez, low voltage, 35%. Donc, si vous attendez là, vous allez louper les 70%, les autres cas d'amylose. Ce qu'il faut regarder souvent, c'est la discordance, un mismatch. Vous savez que j'aime les mismatchs depuis 2007. Un mismatch entre l'épaisseur avec l'échographie et ce relative low voltage, c'est-à-dire un microvoltage relatif par rapport à ce qu'on peut s'attendre quand on voit une épaisseur comme ça du ventricule. C'est pour ça que je vous dis, lisez toujours l'ECG dans le contexte de l'échographie et inversement. Donc, ce relative low voltage, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, et c'est ça qui marche, et c'est ça qui va nous permettre de nous mettre sur la route. Vous voyez ici, par exemple, dans le ROCAM, parce qu'il y a beaucoup de malades qui ont été pris pour des cardiopathies sarcomériques, et en fait, ils n'en ont pas, c'est des amyloses, tout simplement, parce qu'on n'a pas regardé un petit peu le ratio entre le voltage de QRS par ECG divisé par la masse ventriculaire par échographie. Donc, c'est très important, vous voyez, que ce ratio, plus la maladie progresse, c'est-à-dire plus ils vont être en insuffisance cardiaque, ils vont mourir, plus ce voltage va diminuer. D'accord? Ça, c'est un cas typique d'un malade qui a été mixte, c'est-à-dire qui a été, il n'a pas été diagnostiqué depuis 2008. Ça, c'est un malade ARIAD. Vous voyez que le voltage ici suit exactement ce que je vous dis. Alors, il n'y a pas de papier là-dessus. C'est l'expérience que j'ai dû voir en fonction de l'épaisseur, plus la paroi s'épaissit, plus le voltage avec le temps diminue et plus le GLS, c'est-à-dire la dysfonction sévère, s'installe. Donc, tout va avec et plus la dysfonction, bien sûr, diastolique, l'insuffisance cardiaque s'installe. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder donc le relative low voltage et puis surtout l'aspect de pseudo-infarct pattern, un aspect de V1, V2, comme si le patient a un infarctus du myocarde, mais il n'en a pas, les coronaires sont normales, il n'y a pas d'anomalie de la cinétique segmentaire, il a une MIBI-scan qui est normale, etc. Et vous voyez ça sur plusieurs ECG. N'attendez pas, essayez de comparer par rapport au précédent. Alors, il y a des choses qui sont aussi des troubles de conduction, des arythmies qui sont unexpected, c'est-à-dire on se dit pourquoi un type à 60 ans, il a déjà un pacemaker. Vous allez me dire oui, mais enfin, il est vieux, il a peut-être des dégénératifs. Mais à ce moment-là, vous regardez dans le contexte pourquoi il aurait besoin d'un pacemaker. D'ailleurs, il y a 3% des gens qui ont un pacemaker, on n'a pas compris pourquoi. Ils avaient une amylose ATTR. La FA et la FA, c'est le mode révélateur. Dans 50% des cas, les gens se mettent en FA. Notre patient, là, dont je vous parle, en fait, en 2008, il n'avait pas d'FA. En novembre 2015, on a commencé à chercher la maladie parce qu'on a regardé une FA qui est rapide avec cet aspect de CG qui commence un petit peu à être microvolté. Bien sûr, vous pouvez avoir des AV blocs de premier degré, des blocs de branche droite, des blocs de branche gauche. Pourquoi? Parce que l'amylose cardiaque, elle est un peu aveugle, elle ne sait pas où ça, elle se dissémine un peu partout, et donc elle peut aller dans les systèmes de conduction et dans l'oreillette, d'où les troubles de la rythme. Alors l'échographie, bien sûr, c'était la reine. Alors évidemment, vous allez dire, Daniel, elle va passer plus de temps sur l'échographie que sur le CG. Elle a une excellente sensibilité, mais une peu spécificité. Ça veut dire que ça nous permet de suspecter, mais ça ne va jamais nous confirmer à 100%. Mais si vous avez une échographie avec beaucoup de signes typiques, sachez que vous êtes très tard déjà dans la maladie. Il faut quand même trouver, quand vous trouvez pas tout en même temps, mais qu'il y a une épaisseur un petit peu à 12, 13 mm, des choses qui ne vous plaisent pas, une petite hypertension pulmonaire, un épanchement péricardique, commencez à douter de ce qui se passe. Et surtout, regardez le patient. Souvent, moi, j'allume la lumière, j'arrête l'écho, je regarde, j'allume, et puis je regarde les signes extracardiaques qui nous permettent d'améliorer la valeur prédictive positive de cette échographie, notamment une macroglossie dans les AL, des ecchymoses comme ça au niveau et un purpura au niveau des yeux. Vous avez des lésions cutanées, vous avez la rupture asymptomatique, le patient ne sent rien, vous lui faites ce signe et vous êtes des rois si vous dites que vous avez une rupture asymptomatique du tendon, du biceps tendineux. Vous avez des œdèmes très importants, une protéinurie massive par rapport à ce que veut l'insuffisance cardiaque. Vous avez un athlète comme ça qui a 80 balais, qui a beaucoup des deltoïdes qui sont bien développés, il ne va pas à la gym, c'est un monsieur qui a des dépôts d'amyloïdes au niveau de ses épaules. Et puis vous avez surtout, vous demandez où vous regardez au niveau du canal carpien. Ça, 10% des malades commencent par des manifestations orthopédiques 5 ans avant le diagnostic
diagnostic d'amylose cardiaque ATTR, surtout quand c'est bilatéral. Donc n'oubliez pas de lui demander, il va être étonné, mais n'oubliez pas de lui demander s'il avait été opéré ou il a des douleurs au niveau des 3 premiers doigts. Alors vous voyez, c'est quand même assez mélangé. Il y a beaucoup de symptômes, le malade dépressif, le malade qui n'arrête pas de se plaindre, il y en a un peu partout selon l'AL ou la TTR. Il visite plus de 5 médecins, on pense qu'il est fou, 5 médecins avant de faire le correct diagnostic. Et ça, c'est des études, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est des études qui ont montré ça. Il visite plein de docteurs avant d'arriver au bon diagnostic. Alors l'échographie, ça permet de cacher, en fait, on a l'impression, c'est le diagnostic de facilité, des gens qui sont hyper tendus, des gens qui sont HFpEF, ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ou MID, c'est-à-dire mildly reduced. Et en fait, c'est des patients chez qui on a trouvé, quelle que soit la méthode de diagnostic, c'est-à-dire quelle que soit la méthode de dépistage, la scintigraphie osseuse, la biopsie ou l'autopsie, autour de 15 à 20% de HFpEF, en fait, ils ont une amylose à transthyrétine. C'est-à-dire qu'en réalité, à chaque 100 patients que vous voyez en HFpEF, sachez qu'il y a 15 à 20 malades qui sont porteurs d'une ATTR et qu'il faut aller la chercher. Pourquoi il faut aller la chercher maintenant? Parce qu'on sait qu'on peut la traiter et qu'on peut les améliorer. Ça, c'est un super papier de Harvard qui nous montre, ils ont fait une biopsie, ils ont demandé l'autorisation du comité d'éthique pour aller faire une biopsie chez 100 malades, tout venant de HFpEF. Et ils ont trouvé 14% de ces malades qui ont de l'ATTR, et un seul qui a de l'AL dans son cœur. Donc ça, c'est vraiment une preuve de concept que ce qu'on a vu à la scintigraphie osseuse, c'est une réalité entre 15 et 20% de ces malades. Là, c'est un papier qui vient de la Norvège, et là, vous voyez que la prévalence dans une clinique de patients, tout venant, quand vous voyez quelqu'un à l'échographie qui a une épaisseur plus de 14 mm, il y a 20% de ces gens-là qui seraient porteurs d'une amylose ATTR. Donc ça, c'est clinique. On n'a pas besoin d'aller faire la biopsie myocardique. Alors ça, c'est un patient qui a 80 ans, qu'on a vu également à Riyad, qui a une dyspnée classe 3 depuis 14 mois, qui s'aggrave, une hypertension qui s'est guérie toute seule. Il n'a plus besoin de traitement, sa tension s'est normalisée spontanément, et il y a une BNP qui est très augmentée à 3000. Et la question qu'on se pose, une petite insuffisance rénale, est-ce qu'il a une HFpEF, est-ce qu'il a une cardiopathie hypertensive? Alors je vous montre son échographie rapidement. Là encore, on n'est pas en session plénière, on n'est pas en session workshop, mais vous voyez qu'il a que c'est un patient qui a un ventricule très très épais, qui a une fraction d'éjection qui est autour de 40%, des paramètres diastoliques très altérés, une hypertension sévère, une AVC qui ne se dilate pas, une destruction de la fonction longitudinale ici, septale et latérale, et tout ça indique des augmentations des pressions de remplissage à droite et à gauche. Alors évidemment, quand je vous donne tout ça tout seul, vous n'allez pas faire. Mais si je vous mets l'ECG à côté, je vous mets la fraction d'éjection à 40%, je vous mets une épaisseur à 12 mm, je vous mets l'aspect du GLS qu'on appelle la cerise sur le gâteau, l'apical sparing ou le cherry on top, vous mettez les trois ensemble, là, vous avez beaucoup d'index, et là, il faut aller faire la scintigraphie osseuse, chose qu'on a faite, et là, on tombe sur un patient qui a une uptake, une fixation très importante. Il n'y a pas beaucoup de maladies qui font ça. Retenez que pour aujourd'hui, on ne va pas parler d'autre chose, mais c'est l'amylose ATTR qui va donner cet aspect uniquement. Alors, attends, je vais en parler tout à l'heure de la scintigraphie, mais sachez que le SPECT, c'est-à-dire l'imagerie en coupe, est très importante pour différencier entre la traceur dans le sang versus dans le myocarde. Alors, la forme typique de l'insuffisance cardiaque, le HFpEF, c'est vraiment l'amylose cardiaque. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a une autre maladie qui peut être cachée, mais qui est une urgence vitale et qu'il faut absolument diagnostiquer. On en a encore la semaine dernière un malade qui a traîné dans 3 hôpitaux, 6 médecins, 6 mois. Il va mourir parce qu'il a traîné, il a fait de l'errance diagnostique. Il a 49 ans en super forme. L'amylose AL, qui est une maladie hématologique, comme une leucémie, c'est une urgence. Quand vous voyez quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque avec des NT-proBNP plus de 25 000, une augmentation constante de la troponine mais très faible, sans changement de l'ECG, une protéinurie massive, une neuropathie peut-être ou pas, pensez à l'amylose AL et envoyez-le chez l'hémato pour faire une biopsie extracardiaque. D'accord? C'est très important. Donnez-vous une semaine pour faire ce diagnostic-là. Regardez cette femme. Ça, c'est à Limoges. Pareil, 67 ans, HFpEF depuis 2 ans, tranquille, chez son médecin cardiologue. Franchement, BNP à 25 000, elle ne s'améliore pas. Vous mettez de bêta-bloquants, des Entresto, tout ce que vous voulez, ça ne s'améliore pas. Et bien, elle est morte dans les quelques semaines, malgré un traitement très efficace de la chimiothérapie avec du DARA et tout ce que vous voulez, et du Velcade. Donc, il ne faut pas attendre et on ne veut pas voir ce genre d'image historique. Et malgré ça, c'est un cardiologue qui l'a suivi. Et les études montrent que ces cardiologues, avec tout, malgré ce stade très très avancé, je ne parle pas de stade précoce, il n'y a que 19% qui diagnostiquent ces maladies-là. N'oubliez pas qu'elle peut être cachée derrière une cardiopathie hypertrophique sarcomérique. Ici, dans l'étude de Thibaut Damy à Paris, il a trouvé que quasiment 5% des patients qui sont partis chez eux en leur disant « Écoutez, vous avez une hypertrophie sarcomérique familiale », et ben c'était des héréditaires à transthyrétine. Donc n'oubliez pas de vous cacher derrière des diagnostics, vous le faites pas en exprès, mais vous
vous cachez derrière l'hypertension, derrière la CMH parce que vous la connaissez et vous envoyez les gens à la maison. Sachez quand même, plus on avance dans l'âge et moins on a des hypertrophies sarcomières et plus il faut chercher d'autres gènes. Alors, si vous regardez, au niveau échographique, si vous regardez l'aspect mitral, pareil, c'est comme le low voltage. Si vous n'avez pas une cardiopathie restrictive avec un profil mitral typique, vous allez dire, ah non, c'est pas une amylose. Mais c'est pas vrai, parce que ça se ne retrouve que dans 35%. Autrement dit, les malades peuvent se présenter en amylose avec n'importe quel aspect de profil mitral, grade 1, grade 2, pseudo-normal, tout ce que vous voulez. Ce qui est constant, c'est le E' qui est très bas. Le E', le S' qui sont détruits, qui sont très bas et qui sont avec un E sur E' qui monte. Et ça, c'est vraiment constant de la maladie, de la cardiopathie amyloïde. Alors, je vous donne un autre clou, ça, par rapport à notre malade initiale. Comment vous regardez, vous pouvez séparer l'étiologie de la cardiopathie restrictive. Regardez le VG. Le VG lui-même, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il faisait 56. Sur tous les malades que j'ai vus en amylose, et Dieu sait combien j'en ai vu, plus de 300 malades à Limoges, et j'en sais, je pense qu'il y a peut-être une centaine, parce qu'on commence juste à Riyad, le VG ne se dilate pas. Quand il va mourir, le VG devient tout petit. Donc, plus on avance dans la maladie, plus le VG devient petit, plus le septum grossit, et ça devient à 40, 41. Donc, petit VG. Donc, ça, c'est un clou qui vous permet de dire, ça, c'est plutôt une amylose plutôt qu'une sarcoïdose. Le malade qu'on a vu, probablement lui, il faut regarder ou une sarcoïdose, ou une ataxie de Friedreich à un stade avancé. Donc ça, c'est important. Alors bien sûr, le strain, je ne vais pas passer 2 heures, on pourrait parler tout le temps, mais c'est un paramètre qui est important. On est en train de faire une méta-analyse là-dessus. Le fait d'avoir un apex divisé par la base, ici, là, avec les chiffres que vous obtenez par la machine, supérieur à 2,1, pardon, apex divisé par base, c'est un indicateur de probablement une excellente sensibilité d'indicateur d'amylose cardiaque. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous ne regardez pas le ratio, d'autres maladies vont toujours diminuer l'apex par rapport à la base par rapport à l'apex. La sténose aortique va le diminuer aussi, mais le rapport ne sera pas aussi élevé. D'accord, notre malade initial, je vous ai montré, à chaque fois qu'il s'aggravait dans la maladie, ce rapport augmentait. Et ce rapport, en fait, avec l'apical sparing est valide chez les malades pré-mortem, comme celui-là qui est mort 6 semaines après, ou à un stade beaucoup plus précoce, quand ils vont être guéris. Mais vous voyez toujours cet aspect, et c'est pas la valeur absolue du GLS qui compte. Généralement, ils ont un GLS diminué, puisque je vous dis, l'onde-S est diminué, mais le GLS et le rapport doivent être anormaux. Alors, il y a d'autres signes, bien sûr. Le stroke volume, le volume d'éjection systolique qui est permanent diminué, parce qu'un petit ventricule, il ne peut pas éjecter énormément, dysfonction ventriculaire gauche. Vous avez les valves qui sont atteintes, c'est un marqueur, c'est pas des malades, c'est pas des fuites sévères, c'est pas des sténoses aortiques très sévères, on en parlera demain des sténoses aortiques différentes, des dysfonctions atriales, des hypertensions pulmonaires et le VD qui est aussi épaissi parce que l'amylose, en fait, ne distingue pas entre le VG, VD, oreillette, etc. Et tout ça, ça a été marqueur diagnostique et pronostic. Alors, n'oubliez pas que c'est une des seules maladies où il faut des fois anticoaguler les gens parce qu'on peut avoir des thrombus alors même que le patient a un rythme sinusal, mais il a une dysfonction atriale et l'activité mécanique et électrique de l'oreillette, elle est absolument effacée. C'est-à-dire ils sont en sinus sur les CG, mais en fait, quand vous voyez à l'échographie, ils n'ont plus du tout d'activité auriculaire et c'est pour ça qu'ils peuvent développer des symptômes, des thrombus. Alors tout ça, c'est pour vous résumer tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, la dysfonction ventriculaire, l'épaisseur du septum, le relative apical sparing et les altérations hémodynamiques diastoliques, systoliques, AOVD et OVG. Alors, quand est-ce qu'il faut demander une IRM cardiaque chez ces malades? Si Aïda était là, elle aurait fait tout son topo à l'envers. Elle aurait commencé par l'IRM et elle aurait fini par l'échographie. Donc, j'ai fait l'inverse, mais pour lui faire plaisir. L'IRM, c'est quand même une classe 1 recommandation pour faire à chaque fois que vous avez un doute sur une cardiopathie restrictive ou vous ne savez pas l'étiologie de la cardiopathie ou vous différenciez différents types de cardiomyopathie. C'est une classe 1, mais avec un consensus d'experts. Donc, on n'a pas d'études pour dire qu'il faut absolument la faire. Moi, je vous dis, faites-le quand vous pouvez, parce qu'elle est chère, parce qu'elle est time-consuming et parce que vous n'avez pas toujours accès à ça, sauf si vous êtes chez Zainab ou chez Aïda ou chez Madame Nawal Dormi. Donc, si vous avez un accès et un passe gauche à ce moment, faites-la, mais si vous ne pouvez pas, moi, je pense qu'elle est dans certaines situations obligatoire, mais dans d'autres, la plupart des cas, ce n'est pas la peine de la faire. Alors, pourquoi elle est importante dans l'amylose? Parce qu'il y a une excellente corrélation entre le gadolinium et les dépôts de tissu interstitiel. Ça a été démontré déjà à la Mayo Clinic depuis 2010. Ça, on le sait. Les séquences de gadolinium sont importantes. Il faut le faire. En fait, le tissu interstitiel est augmenté parce que le dépôt d'amylose va se mettre au niveau interstitiel et ça va augmenter le volume extracellulaire et ça va prolonger le temps de gadolinium au niveau du myocarde
ça peut être cet enhancement, en fait, ce lait de gadolinium peut être annulaire subendocardique, mais ou alors diffus, transmural, ou alors des fois patchy en début de maladie. Il y a quand même des faux négatifs dans 15% des cas, ou des erreurs techniques dont je ne rentrerai pas dans les détails. Nawal pourra en parler si besoin à la discussion. Alors ça, ce suboptimal annuling, cette impossibilité d'annuler le myocarde est très importante, et il n'y a que l'amylose cardiaque qui vous donne cette impossibilité à annuler le myocarde, et donc vous n'arrivez pas, et vous avez l'impression que les images sont de mauvaise qualité. Ça permet de pronostiquer les maladies. Évidemment, plus vous avez des déposites, plus vous avez de late enhancement, et plus les malades sont graves et ils vont mourir. Alors, il y a un autre paramètre. Aïda, elle m'a passé des diapos l'autre jour. Elle m'a dit, parle-en s'il te plaît. Le Native T1 Mapping, c'est le temps de relaxation avec une cartographie en couleur de ces malades-là. Je pense que ça, c'est un logiciel qui coûte très cher, et il faut faire le calibrage de ce T1 pour chaque machine, voir la normale avant d'attaquer les normaux, mais sachez quand même qu'il a une grande valeur diagnostique. Il y a beaucoup d'études chez les Anglais sur un T1 supérieur à 1140 millisecondes. C'est non-injection, notamment chez les insuffisants rénaux. Vous n'avez pas besoin d'injecter. Vous pouvez faire cette cartographie si vous avez le logiciel et si vous avez l'expertise de le faire. Sinon, ne le faites pas. Et vous voyez que l'amylose, plus c'est celle qui a la maladie où le T1 est plus élevé. Ça, c'est les red flags. Je vous ai résumé tout sur un plaque pour ceux qui aiment prendre des photos avec tous les éléments qu'on doit rechercher à l'IRM, en plus des éléments morphologiques qu'on peut retrouver à l'échographie. Alors, le troisième pilier, c'est la scintigraphie osseuse. Il y a beaucoup de gens, encore en Arabie Saoudite, qui m'appellent, docteur, est-ce qu'on fait l'IRM ou la scintigraphie? C'est pas interposable, hein. C'est deux informations complètement différentes. La scintigraphie osseuse, c'est le seul examen qui va vous permettre de montrer la fixation au niveau du myocarde, comme si c'était une fixation osseuse, mais elle ne va pas aller vers les os, elle va aller vers le cœur. Quand vous avez des éléments cliniques, échographiques, électriques, des red flags, qu'on appelle des drapeaux, pour la possibilité d'une cardiopathie. Ne dites pas, je ne veux pas la demander, ça coûte cher. Ça coûte pas cher, ça prend pas beaucoup de temps, elle est un peu irradiante, mais pas beaucoup. Dès que vous avez un doute chez quelqu'un qui a plus de 65 ans, qui a une épaisseur du septum plus de 12 mm, un patient qui a un red flag à la clinique, allez-y, demandez la PYP ou de façon. Là, c'est pour vous dire ici, je ne rentrerai pas dans le détail de ce algorithme, mais la scintigraphie osseuse, elle est au milieu du diagnostic, une fois que vous avez fait l'échographie, le CG, et vous avez votre patient en face. Donc, c'est très important de demander cette scintigraphie osseuse. Alors, au Maroc, je ne sais plus, j'ai demandé tout à l'heure à Hasna si c'est le HMDP ou le PYP. En Arabie Saoudite, c'est comme en Amérique, c'est le PYP. C'est après 1 heure ou 3 heures pour éliminer un petit peu le blood pool, c'est-à-dire le sang qui se trouve dans le myocarde. La technique, je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas radiologue, mais sachez que le plus important, c'est pas que regarder visuellement, mais couper aussi le myocarde pour être sûr que c'est le myocarde qui prend le uptake et c'est pas l'intérieur, c'est pas le sang. D'accord? Vous pouvez le faire à 1 heure. Si vous avez un doute sur le blood pool, attendre 3 heures, faire attendre le malade et faites une autre imagerie. Alors vous avez grade 0, il n'y en a pas du tout. Vous voyez que le corps on ne le voit pas. Grade 1, on ne sait pas, c'est équivoque. Grade 2 ou 3, c'est quasiment diagnostic. En l'absence d'une gammapathie monoclonale, vous avez le droit de dire ce malade a une ATTR. Vous avez le droit d'affirmer, de marquer son dossier sans même faire une biopsie myocardique. Donc grade 2 ou 3, à la scintigraphie osseuse, absence de gammapathie monoclonale au laboratoire et diagnostic de TTR, mais pas d'AL par contre. D'accord? Il faut, là, je vous montrerai tout à l'heure pour l'AL, la valeur prédictive positive est de 100%. Alors je vais parler un mot sur les biomarqueurs. Les biomarqueurs sont très importants pour la suspicion très très précoce. Un BNP à 25 chez quelqu'un qui n'a pas raison d'avoir un BNP augmenté ou une troponine augmentée de façon chronique. Personnellement, je ne m'ennuie pas à t'écouter. Alors, je me suis permise, on a décidé avec Hasna tout à l'heure, étant donné que je suis modératrice, je me suis permise, avec son accord, de prendre 5 minutes de plus. C'est ta vue de pouvoir. C'est bien ça, hein, tu m'as dit, là, le bureau m'a dit ça. Donc, je me permets de prendre 5 minutes de plus. Alors, vous avez une troponine, un léchage enzymatique qui est permanent, une élévation de la troponine qui est disproportionnée parce qu'on veut. Ça permet de stratifier les patients et la réponse au traitement. La première chose qu'il va répondre quand on est malade, on le traite, il va baisser de façon drastique son BNP. Alors, l'abnormal free light chain, le free light chain, c'est très très important. Il faut absolument que vous compreniez. C'est un examen incontournable pour vous en tant que cardiologue. Il faut savoir le demander. Vous demandez électrophorèse des protéines sériques, immunoélectrophorèse des protéines sériques, rapport des free light chain, kappa sur lambda. Point. Vous le demandez dans le système, ça prend 3 jours et vous avez l'examen. S'ils sont tous les 3 négatifs,
Ça veut dire que ce patient n'a pas d'amylose AL. Et par contre, si, alors l'algorithme, alors j'aurais pas le temps de parler puisque Elias va m'arrêter, mais en tout cas, s'ils sont négatifs, c'est pour en fait rule out, c'est-à-dire éliminer la diagnostic AL, parce que c'est ça qui va tuer le malade immédiatement. La TTR, ça fait 20 ans qu'il a, il va pas mourir immédiatement. Donc c'est très important de savoir demander ces 3 examens. J'insiste beaucoup parce qu'en Angleterre, ils l'ont pas demandé à ma mère. Donc du coup, elle est morte de ça. Vous comprenez pourquoi c'est important de demander cet examen. La biopsie, je vous avais dit, la biopsie myocardique n'est pas obligatoire pour les TTR, mais elle est obligatoire, la biopsie extracardiaque, rénale ou tissulaire au niveau des glandes salivaires, au niveau du fat, au niveau il faut prouver la présence de fibrille amyloïde quand le gamma-pathie monoclonal est positif. Quand vous avez un composant monoclonal dans le sang, vous êtes obligé de prouver qu'il y a des fibrilles, parce que sinon ça peut être un myélomultiple. Et un myélomultiple n'a pas d'atteinte d'organes solides. C'est ça la différence. Donc il faut aller chercher un tissu extracardiaque, une BNP augmentée, ça va vous confirmer. Si vous avez un tissu extracardiaque positif avec des des fibrilles, vous avez un composant monoclonal au niveau du sang et vous avez une écho qui est à peu près anormale, un BNP qui est un peu augmenté, vous avez une atteinte cardiaque, vous n'êtes pas été obligé d'aller biopsier le cœur. Donc c'est très important, une fois que vous avez démontré la présence d'amyloïdes dans le tissu, vous devez savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une ATTR? Est-ce que c'est une AL? Est-ce que c'est autre chose? Donc à ce moment-là, vous devez la typer. Il faut faire une typée par des méthodes, spectrométrie ou l'immunohistochimie, et puis donner une classification définitive, parce qu'on va donner de la chimiothérapie qui est très toxique et qui peut tuer le malade. On ne peut pas donner de la chimiothérapie à une AL si on ne sait pas que c'est une AL. Dernière chose, il y a des gens qui vont poser la question, quand est-ce qu'on fait le test génétique? J'ai eu encore une question, quand est-ce que je fais le test génétique? Pas au début. Une fois que vous avez la preuve que c'est une ATTR, vous voulez faire la différence entre familial et sénile, ou wild type, c'est-à-dire idiopathique. À ce moment-là, oui, parce qu'il y a toute une famille derrière, il faut vraiment, et ne pensez pas que les vieux n'ont pas des héréditaires, même à 70 ans, on a trouvé des gens qui étaient porteurs du gène, et à ce moment-là, il faut aller chercher sa famille. Donc juste pour finir avec ça, voilà, ça c'est sympa, ça vous montre un petit peu le process. Les manifestations orthopédiques sont bien avant, 10 ans avant les manifestations échographiques, électriques ou les symptômes ou la dysfonction systolique. Malheureusement, là, on est encore en train de faire l'éducation des gens au niveau de l'insuffisance cardiaque. Alors, imaginez le retard qu'on a, vous voyez? Donc, c'est important. Et en résumé, où est-ce qu'on doit chercher à aller ces malades? Parce que vous allez dire, mais Dania, oui, mais moi, je vois des hypertensions toute la journée, je vois des palpitations. Ben, il faut les chercher dans les FF, population. Il faut les chercher dans la population du TAVI. Demain, on en parlera. Il faut les chercher chez les gens qui ont une protéinurie massive, un myélomultiple dans 20% des cas. Il faut aller les chercher chez les ROCAM qui sont diagnostiqués tranquilles à la maison. Monsieur, vous avez un ROCAM à 70 ans? Non, je suis désolée. Il faut aller les chercher chez les patients qui ont un low flow, low gradient aortic stenosis. Et il faut les chercher dans la clinique aussi du canal carpien. Et donc, en résumé, je vous donne un petit peu le voyage qu'on mène pour arriver au diagnostic d'amylose cardiaque. Ça vous paraît long, difficile, mais en fait, c'est facile une fois que vous avez intégré la chose. Donc, en résumé, pensez-y, si vous n'avez pas l'index de suspicion très haut, vous ne le diagnostiquez pas, regardez le CG, regardez l'échographie, faites l'IRM uniquement si l'échographie ne vous suffit pas, regardez les signes extracardiaques parce que c'est une maladie systémique, vous allez trouver d'autres preuves, et puis faites toujours la scintigraphie et l'immunoélectrophorèse et l'électrophorèse des protéines et le free light chain lors que vous suspectez une amylose cardiaque, et puis la biopsie tissulaire est uniquement obligatoire pour les AL, et puis bien sûr mettre tout ça ensemble, que je n'ai pas le temps de vous mettre dans un algorithme, mais ce sera une autre fois. Et en conclusion, je voudrais terminer avec William Osler, que j'adore parce qu'il dit toujours des choses bien. Il dit, notre rôle en tant que physicien, de docteur, c'est pas uniquement donner les médicaments, mais d'éduquer les gens. Et sur ce, je vous dis que les yeux ne verront que ce que le cerveau sait. Donc aujourd'hui, vous connaissez ce que c'est l'amylose, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas diagnostiquer l'amylose bientôt. Merci beaucoup.